Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. Rapprochement en cours dans l'univers médico-social à Lyon entre Habitat Humanisme Soins et Sésame Autisme Rhône-Alpes qui accompagne les personnes autistes. On en parle sur le plateau de Lyon Décideur TV avec les porteurs de ce projet, Bernard Devers, le fondateur d'Habitat Humanisme, bonjour. Bonjour à vous, Jean-Pierre. Et Dominique Franc, le président de Sésame Autisme Rhône-Alpes, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler ce que représente chacune de vos structures. Bernard Devers, Habitat Humanisme Soins, c'est aujourd'hui un ensemble important d'EHPAD sur tout le territoire. Combien en tout? Alors, sur l'ensemble du territoire, c'est 62 établissements. On a développé en fait le nombre d'établissements pour veiller à ce que en fait le secteur non lucratif soit un secteur reconnu. On voit combien en fait la question en fait du monde médico-social a besoin précisément d'avoir un lien entre la générosité et le professionnalisme, et qu'il est quand même très très dommage qu'il y ait parfois en fait des accidents. Ça reste que des accidents, mais en fait ils sont quand même nombreux, au point que certains en fait se servent en fait de la fragilité des personnes pour pouvoir s'enrichir. Alors c'est une des branches d'Habitat Humanisme, mais bien sûr c'est pas la seule évidemment. Il y a tout le volet sur le logement. On aura l'occasion d'en reparler. Et vous défendez l'idée d'un logement pour les plus en difficulté, mixité sociale, logement intergénérationnel aussi. Alors on peut être étonné évidemment de se dire mais pourquoi Habitat Humanisme intervient dans le champ médico-social? L'acte de construction pour Habitat Humanisme, c'est un acte de soin, prendre soin de la personne. D'ailleurs, qui nous logeons? Par priorité, des personnes qui connaissent des fractures sociales, des fractures, des ruptures, tout ça s'appelle des soins. Et nous croyons, et en fait, maintenant ça va faire bientôt 40 ans, alors ce que nous avons fait, c'est insuffisant, mais ça reste quand même pas une anecdote, de considérer que finalement la question de l'habitat est précisément une condition absolument première pour permettre aux personnes d'avoir un espace de vie, un espace aussi qui témoigne d'une reconnaissance de ce qu'ils sont, et non pas qu'ils soient conduits en fait à être assignés à des quartiers très très difficiles. Alors, Dominique Franc, Sésame Autisme, c'est une fédération sur tout le territoire national, et puis des associations régionales. Ici, en Rhône-Alpes, c'est quoi? 10 établissements médico-sociaux dans la région? Voilà, 10 établissements qui sont répartis sur la grande région Rhône-Alpes. On a 9 établissements sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un établissement qui est en Bourgogne-Franche-Comté, à Mâcon, et qui a fait l'objet effectivement d'un rapprochement avec notre association dans le cadre des opérations de rapprochement successives qui s'opèrent depuis de nombreuses années dans ce secteur, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut avoir une taille suffisante pour pouvoir faire face à toutes les exigences qui nous sont imposées. Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à rapprocher vos structures l'une de l'autre? Eh bien, Sésame Autisme est une association qui a une 50aine d'années. C'est une association de parents qui a donc été créée par des familles qui ont compris qu'il fallait créer des lieux de vie pour les personnes atteintes d'autisme, parce que ce n'était pas une maladie, c'est un handicap qui reste ancré en la personne pendant toute sa vie. Donc, heureusement, on peut faire évoluer les symptômes et travailler à l'inclusion sociale. Et donc, Sésame travaille depuis toutes ces années sur ce sujet-là. Et on a vu ces derniers temps, et notamment, on va dire, à l'issue du Covid, peut-être ça s'est très fortement manifesté, un changement de société, des difficultés économiques aussi, avec des pouvoirs publics qui sont moins en capacité de suivre l'évolution des coûts de la vie, des soucis aussi d'attractivité des métiers, avec des métiers qui sont très difficiles et qui sont pas forcément bien payés. Et donc, Sésame Autisme s'est trouvé, comme beaucoup, en difficulté économique, et avec sans doute une prise de conscience, que les choses n'allaient pas s'améliorer, qu'on n'était pas dans une crise, mais qu'on est véritablement dans un changement de société, et qu'il fallait que nous trouvions
de l'aide à l'extérieur. Voilà. Donc l'idée de ce rapprochement, c'est pas de faire une fusion en tant que telle, hein, mais le respect des entités, de chacune des entités, et des savoir-faire et du cadre de chacun. Eh bien, c'est effectivement ce qui nous a séduit dans la proposition d'Habitat Humanisme et dans les échanges que j'ai pu avoir avec Bernard Devers. C'est ce respect très, très profond, très sincère de l'existence de ces âmes, de son nom, de l'histoire de cette association de parents. Et j'ai pu constater, moi, en conseil d'administration, comme les parents sont attachés à ce statut. Et je trouve, j'accueille avec beaucoup de considération et beaucoup de respect la proposition qui nous est faite de pouvoir initier en fait la branche handicap de Habitat Humanisme. Je trouve que c'est un honneur. Et effectivement, de pouvoir travailler à conserver le plus possible l'identité de ces âmes. Le travail que nous mènerons ensemble nous permettra d'être plus précis dans les mois qui viennent. Alors justement, Bernard Devers, quels sont les projets que vous avez envie de développer ensemble avec Sésame Autisme? Alors, ces projets, on voit qu'un certain nombre de jeunes autistes en particulier, mais pas seulement, souhaitent aussi ne pas être dans des établissements, mais pouvoir en fait habiter des lieux qu'on appelle l'habitat inclusif, l'habitat intergénérationnel, etc. Et donc on voit qu'il y a ici en fait vraiment des synergies à mettre en œuvre entre en fait un savoir-faire que nous n'avons pas, c'est pour ça que nous l'avons profondément respecté, que notre mouvement il est pas riche en fait sur un plan financier, c'est pas le sujet. Notre richesse, il y en a une, c'est bien précisément cette richesse humaine, cette capacité d'hommes et de femmes de se dire devant des défis, comment on va les relever. Et finalement, c'est l'énergie de chacun qui autorise en fait des perspectives absolument nouvelles. Alors en termes d'autisme, est-ce qu'on a progressé en termes d'accueil et de prise en compte? J'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est pas une maladie, c'est un handicap. On a beaucoup progressé. On a beaucoup progressé sur beaucoup de plans. D'abord, premièrement, sur le diagnostic et la capacité à identifier assez rapidement un enfant, un jeune enfant, subit ce handicap. Et puis ensuite, on a progressé sur l'accompagnement au quotidien des personnes pour lesquelles l'aspect éducatif a pris, on va dire, beaucoup d'importance vis-à-vis du suivi médicamenteux, qui est malheureusement encore pas mal présent pour les personnes qui sont fortement handicapées, parce que c'est nécessaire pour qu'elles soient en capacité justement d'entrer dans le monde social, dans le monde de l'éducation. Et donc, on a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on arrive à ce que chaque autiste puisse bénéficier d'une solution personnalisée? Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non, on est loin du compte, mais voilà, on est loin du compte et c'est difficile au quotidien. C'est difficile pour beaucoup de familles qui ont en particulier des jeunes qui sont très proches de l'autonomie et qui ne trouvent pas de place, de solution, de situation de vie, qui souvent d'ailleurs ont pu suivre l'école de manière accompagnée et puis qui se retrouvent à l'entrée au collège dans des situations où là on n'est plus en capacité de les accueillir. Donc là il y a des ruptures de parcours qui sont difficiles et puis ensuite il y a des ruptures de parcours aussi à l'âge adulte, à 18-20 ans, où les places dans les établissements pour adultes sont rares voire inexistantes et donc il peut y avoir des situations de rupture encore très difficiles pour les familles. Mais il faut aussi regarder le chemin qui a été parcouru. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations d'handicapés? Je pense à l'UNAPI, par exemple. Mais bien sûr, on travaille aujourd'hui, on travaille beaucoup entre associations parce qu'on s'entraide et on contribue, en fait, j'ai utilisé déjà ce terme de parcours, on contribue au parcours des personnes qui peuvent passer d'une association à une autre, donc d'un type d'accueil à une autre, suivant effectivement leur état leur état de handicap qu'ils ont. Et ce matin même, j'étais dans un collectif qui s'appelle Handicap 69, qui regroupe une bonne trentaine d'associations qui accompagnent les personnes de tout type de handicap. Et j'ai pu faire part, j'ai pu faire part de notre rapprochement à cette occasion-là, et on a pu partager cet événement. Comment les choses vont se mettre en place, Bernard Devers, à partir de maintenant et dans les semaines et les mois qui viennent? Elles se mettent en place d'autant plus facilement qu'en fait, Habitat Humanisme, c'est une fédération. Et donc, dans cette fédération, il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle, bien sûr, historique, qui est le pôle logement, vocation d'insertion. Il y a ce pôle médico-social, qui devient un pôle important, en fait, du mouvement.
il y a ce troisième pôle, un pôle de l'urgence. Il y a ce quatrième pôle, en fait, celui en fait du handicap avec l'autisme. Et à partir de l'autisme sera développé en fait précisément d'autres perspectives, d'autres attention à ce qui n'est pas une maladie, mais en fait précisément en fait à des difficultés de vie. Et enfin, il y a aussi un pôle parentalité. Et donc, nous mutualisons en fait les moyens à partir en fait d'une foncière solidaire qui s'appelle Entreprendre pour humaniser la dépendance. Cette foncière solidaire, au fil des années, elle a bénéficié en fait d'un soutien de l'État avec un mandat qu'on appelle un mandat de SIEG, Service d'intérêt économique général, qui nous donne une délégation du service public. Et cette foncière, elle n'est pas au service d'un pôle, elle est au service de tous les pôles. Et donc, à partir de là, en fait, il y a une mutualisation des moyens qui se mettent en place, des fonctions support, naturellement RH, financières, mais aussi, en fait, aussi un pôle, en fait, d'expérimentation. Je crois qu'en fait, sur la question, en fait, aujourd'hui, de la fragilité, nous sommes, en fait, à l'aune de ces moments où il va falloir inventer, imaginer des choses. Tout à fait. Alors Bernard Devers, on va revenir pour finir sur deux de vos cris d'alarme récents. Il y a deux tribunes libres. La première, attention, la mixité sociale est en danger. Et puis l'économie sociale et solidaire doit se réveiller. Mixité sociale en danger à travers des projets ou propositions de loi visant à assouplir la loi SRU pour intégrer une part de logements intermédiaires dans les quotas de logements sociaux. Ça vous inquiète fortement? Alors, ça nous inquiète. Cette mixité sociale, en fait, c'est la fameuse loi SRU, bien connue par son acronyme, Solidarité et Renouvellement Urbain. Cette loi, elle impose dans l'acte de construire, en fait, pour toute commune de plus de 3500 habitants, en fait, à réaliser 20% ou 25% de logements sociaux. Et c'est sur ce quota qu'en fait, aujourd'hui, il y a un projet de loi de dire, eh bien, dans ce quota, finalement, les communes qui pourront pas atteindre, en fait, ou qui ne veulent pas atteindre, en fait, pourront, en fait, s'en dispenser s'il y a, en fait, un quota pour les classes intermédiaires. Non pas qu'il ne faille pas marquer une attention pour les classes moyennes. D'ailleurs, nous attirons l'attention du ministère depuis déjà un certain nombre d'années sur cette question-là. Mais en fait, les personnes les plus pauvres ne doivent pas aujourd'hui se retrouver dans une situation de difficulté. C'est la mixité, elle est en danger parce qu'en fait, les charges foncières sont tellement élevées que le coût de la construction ne permet pas, en fait, aujourd'hui, véritablement de pouvoir répondre aux attentes. Et on voit qu'en fait, le logement est en situation de crise. Et quelle crise? Et donc, il y a véritablement une invitation, en fait, pour non pas de dénoncer les choses, mais comment on peut énoncer, en fait, un certain nombre de propositions. Et nous faisons deux propositions. La première, c'est par rapport à la loi SRU, l'article 55, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait aussi un quota pour des logements pour des personnes à des coûts maîtrisés, pour les classes moyennes. Alors on va me dire, mais vous allez encore ajouter des choses? Non, il ne s'agit pas de rajouter des choses. Il s'agit en fait d'observer les choses telles qu'elles sont. Et en fait, on sait que 70% de nos concitoyens sont éligibles à des dispositifs d'aide au logement. Et donc, à partir du moment où, en fait, on arrivera à une construction à des prix maîtrisés, et on ne parle pas d'impôts, etc., mais à des prix maîtrisés, eh bien, ipso facto, ça entraînera, en fait, aujourd'hui, des prix qui seront qui répondront davantage, en fait, à la demande. Et quand vous dites, donc, c'est pas la bonne solution, que faire alors? Est-ce qu'il faut que l'État reprenne, comme l'a fait la préfète ici dans la région, la compétence des logements directs, comme elle l'a fait dans quelques communes de la métropole et du département du Rhône? Alors, justement, cette loi, en fait, si jamais ce projet de loi devait passer, la préfète, nos préfets n'auraient plus la possibilité, parce qu'en fait, les maires diraient, bien, voyez, aujourd'hui, en fait, on fait pas des logements pour des populations fragilisées, on va les faire pour les classes moyennes. J'ai envie de dire, là, on est en train de créer le mythe de Babel, et il y a un cri, et les autres, et les autres. Et donc, en fait, cette attention aux autres, c'est aussi une approche de la fraternité. Alors, l'autre tribune libre, c'est l'économie sociale et solidaire qui doit se réveiller. Son poids dans la richesse nationale a reculé. Il était de 1% il y a quelques temps, il est de 0,45%. Alors quel est un levier, vous le dites, pour faire reculer la pauvreté? De quelle façon? Alors, cette économie sociale et solidaire, en fait, elle a suscité beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, elle marque un certain pas. En fait, il y a quelques années, vous l'avez souligné, elle représentait 1% de l'épargne circulant des Français. L'épargne circulant des Français, c'est 3600 milliards. Quand on parle de l'épargne circulant, c'est-à-dire, c'est pas du tout l'épargne investie dans l'immobilier, etc. C'est vraiment ce qui circule, 3600 milliards. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, cette épargne solidaire, elle représente qu'un quart, en fait, aujourd'hui, de cette épargne. Et donc, il y a véritablement
un investissement à réaliser, en fait aussi une prise de conscience de se dire, mais finalement, sur cette épargne, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'investir 1-2%? Et naturellement, alors on changerait véritablement la donne. Vous l'avez dit, Habitat Humanisme va fêter ses 40 ans l'an prochain, 40 ans aussi des Restos du Cœur créés par Coluche. On a fêté tristement les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Les problèmes sont toujours aussi criants. Est-ce que vous êtes parfois désespéré? Non, on peut pas être désespéré parce qu'en fait, les personnes en fait qui s'adressent à nous, ces familles, etc., finalement, elles n'ont pas de désespérance, elles n'ont pas de colère. Elles nous disent, on vous fait encore confiance. On a réalisé 10 000 logements. Au mois de mai, on avait atteint le 10 millième logement. On n'a rien dit. On est resté dans le silence, précisément par respect pour ceux-là même à qui on a dit non pendant tous ces 40 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu loger. La situation est un peu plus sombre aujourd'hui, plus sombre. Mais en fait, on voit qu'on a les outils nécessaires pour pouvoir, pour autant qu'il y a un réveil des consciences pour pouvoir finalement donner un peu plus de lumière à la cohésion sociale pour qu'elle soit un peu moins déchirée. Et en fait, ce qui fait aussi finalement l'honnête motive et notre engagement, c'est en fait ce mot de Paul Ricoeur. Il dit l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que ce fragile est confié à notre garde, il est confié à notre soin. Quand il y a une telle confiance qui nous est en fait témoignée, l'heure n'est surtout pas de baisser les bras. Ne pas baisser les bras, c'est ce que vous mettez en place en vous rapprochant. Dominique Franc, merci. Bernard Devers, merci. Bonne fin de semaine et puis à vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.